Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, eh À bien vous. bonjour. Oui, merci beaucoup. Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés de loin, donc bienvenue à tout le monde dans le cadre de cette conférence qui est organisée par l'Université populaire du Rhin. Donc je vais me présenter, je m'appelle Francine Gartner, moi j'habite en Alsace, donc dans une jolie petite ville qui s'appelle Obernai, donc à 30 km de Strasbourg. Et donc j'aurais dû aujourd'hui normalement organiser une sortie à la découverte des propriétés des plantes sauvages et médicinales, puisque je suis biochimiste et phytothérapeute. Et heureusement qu'on le fait en ligne, parce qu'en fait là ici pour l'instant il y a un énorme orage, c'est le déluge. Et donc en fait on est bien à l'abri ici sous forme de cette conférence. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc je vais essayer de vous guider ce soir pour parler un petit peu de la découverte des plantes sauvages, puisque actuellement il y a quand même énormément de plantes à découvrir dans nos contrées. Et voilà, je vais essayer de faire passer la diapo suivante, et j'ai un petit souci. Si, c'est bon. Voilà, donc l'objectif en fait de cette séance, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait de découvrir ce qui pousse actuellement dans la nature, de développer aussi notre sens de l'observation. Alors j'ai quelques plantes sauvages que j'ai récoltées ce matin à côté de moi. Donc je vais essayer peut-être aussi de vous les montrer par le biais de la caméra. Parce que, bon, bien sûr, quand on est dans la nature, on a aussi l'expérience sensorielle, on va pouvoir les toucher, on va pouvoir les sentir, on va pouvoir les observer un petit peu plus en détail que sur juste une image d'une présentation. On va essayer d'aider à les identifier justement pour que peut-être que quand vous irez vous promener, alors il y en a que vous connaîtrez sûrement, mais peut-être vous ne connaissez pas leurs propriétés. Puis il y en a d'autres que vous allez peut-être découvrir parce qu'elles sont peut-être moins connues. Et puis on va découvrir quelles sont leurs vertus. Alors leurs vertus, ça peut être beaucoup de choses dans notre vie courante. Ça peut être tout simplement des vertus pour les consommer. Ça peut être des vertus qui vont nous aider à se soigner. Ça peut être des vertus qui vont nous servir, enfin servir à la nature aussi à se développer. Voilà. Mais ce qui est très important aussi, c'est que lorsqu'on veut utiliser des plantes, il faut utiliser les plantes qu'on connaît et ne pas récolter n'importe quoi, n'importe comment, parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses. Donc il y a quelques règles aussi à suivre pour récolter ces plantes et puis pour voilà, être bien clair avec ce qu'on va en faire et être bien clair avec ce qu'on va utiliser. Voilà. Et puis savoir aussi comment on va prendre soin de soi avec ces éléments de la nature. Donc voilà. Si vous avez des questions, alors il est possible aussi que pendant la présentation, je vais vous poser quelques petites questions, simplement pour savoir si vous arrivez à les identifier. Donc vous avez le chat aussi pour rentrer vos réponses, voilà, qui vont vous permettre aussi d'interagir pendant la conférence, que ce ne soit pas juste moi qui parle et vous qui écoutez. Voilà, qu'on puisse aussi interagir tous ensemble. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat. Donc c'est la petite bulle que vous avez dans votre écran pour pouvoir voilà, que j'essaye d'y répondre si je peux. Voilà. Voilà. Donc comme je le disais, les plantes sauvages, elles vont avoir différentes propriétés. Donc quelquefois, elles vont être comestibles. Et la plupart le sont, mais pas toujours. Hein. Donc c'est pour ça que je disais, il faut être bien clair avec ce qu'on va récolter, parce que quelquefois, il peut y avoir des plantes qui sont extrêmement toxiques et qui peuvent entraîner des graves problèmes de santé, même la mort quelquefois. Elles vont avoir aussi des propriétés médicinales, ces propriétés qui vont nous permettre de nous soigner, et de nous soigner de façon tout à fait naturelle. Alors ça ne veut pas dire que se soigner de façon naturelle, ce ne soit pas efficace, mais en même temps, il peut y avoir également des choses à bien considérer quand on veut se soigner avec les plantes, parce que là aussi, tout est une question de dose, tout est une question d'utilisation de la plante. Donc ça va être bien intéressant aussi de pouvoir se soigner avec ces plantes sans avoir aussi les effets secondaires de l'aspect chimique. On peut avoir des plantes qui peuvent être utilisées également dans des aspects cosmétiques, c'est-à-dire que pour notre peau, pour nos soins de peau, de cheveux, etc., il peut y avoir des plantes très utiles.
plutôt que d'éviter, enfin, ça nous permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques qui peuvent avoir des effets assez dangereux sur l'état de notre peau. Il y a des plantes qui ont été utilisées pour leur aspect tinctorial, c'est-à-dire pour faire de la teinture de tissu, par exemple. Je pense à des plantes comme voilà, le pavot, ça peut être la garance qui va colorer en rouge, ça peut être le réséda qui peut teinter en jaune, par exemple, hein. Voilà. Il peut y avoir plein d'aspects de ce côté-là. Je ne suis pas sûre qu'on verra beaucoup de plantes, enfin, on en verra, mais voilà, pour leur aspect tinctorial. Évidemment, les plantes sauvages vont avoir un aspect très important sur l'aspect mellifère, c'est-à-dire l'aspect butinage par les abeilles. Et on sait que l'abeille, c'est un élément extrêmement important au niveau de la biodiversité, au niveau de la propagation justement de la vie sur Terre, hein. Je crois que c'est Einstein qui disait que l'abeille était l'élément le plus important de la vie sur Terre. S'il n'y a plus d'abeilles, eh bien malheureusement, la vie ne va pas se propager puisque grâce aux abeilles, on a toute cette biodiversité qui va se développer. Et donc, bon, vous savez qu'actuellement, avec tout le problème des pesticides qui existent, la vie des abeilles a été largement compromise. Donc, tout ce qui peut contribuer à la vie des abeilles est largement intéressant. Et puis le dernier élément, c'est des choses qu'on va pouvoir faire dans la vie courante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les plantes, par exemple pour faire du jardinage, par exemple pour faire des tissus, par exemple pour faire... voilà, il va y avoir différents aspects qui vont pouvoir servir pour s'occuper des plantes. Alors, la diapositive suivante, je vais regarder. Je ne sais pas pourquoi ma flèche ne veut pas fonctionner. Si, voilà. Alors, quelles sont les précautions justement qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir récolter des plantes sauvages? Donc, on va évidemment privilégier des zones qui sont non polluées, c'est-à-dire qu'on va se mettre à distance de toute route qui soit importante, de tout se préserver un petit peu de la pollution par les gaz d'échappement des voitures, par exemple, mais également tout ce qui est source de contamination de pesticides ou d'herbicides qui pourraient avoir été utilisés par les agriculteurs, hein. Donc, on ne va pas récolter de plantes dans les champs de préférence parce qu'on ne sait pas comment le champ a été cultivé ou alors si on sait très bien comment le champ a été cultivé. On va également éviter les bordures des sentiers parce qu'il peut y avoir des animaux qui peuvent avoir souillé de leur défécation ou de leurs besoins les bords des sentiers. Donc, il vaut mieux aller dans une nature qui est un petit peu vierge. On va s'assurer également de la bonne identification de la plante hein, pour ne pas confondre avec une autre plante toxique. Alors j'ai vu tout récemment un article qui avait été publié en Alsace où toute une famille a été intoxiquée par de la colchique parce qu'ils pensaient avoir récolté de l'ail des ours et ils ont en fait récolté des feuilles de colchique qui ressemblent un petit peu aux feuilles d'ail des ours. Il y a également le muguet hein, qui peut avoir ces propriétés-là et le muguet et l'ail des ours poussent à peu près en même temps et si on ne sait pas bien identifier la différence entre les feuilles d'ail des ours et le muguet, on peut avoir de graves problèmes de santé et il y a une personne qui est décédée parce qu'elle a utilisé la colchique à la place de l'ail des ours. Donc ça peut avoir des conséquences graves, comme vous le voyez. Également, lorsqu'on va cueillir des plantes, on ne va pas ratiboiser tout ce qui existe sur le terrain, hein. On va cueillir juste ce dont on a besoin. On ne va pas non plus agresser la plante, mais on va la couper délicatement avec des ciseaux ou avec un sécateur, sans tout arracher, sans arracher la racine. On va respecter aussi les zones où les plantes sont protégées, où il peut y avoir des plantes qui sont en état de disparition, donc on ne va évidemment pas cueillir les plantes rares. Donc par exemple dans les Vosges, vous avez l'arnica. L'arnica est une plante qui est sous restriction, hein, qui avait été jusqu'à il n'y a pas très longtemps vraiment pratiquement en train de disparaître. Et là, sa cueillette est vraiment réglementée est réservé à un certain nombre de laboratoires qui vont l'utiliser. Mais nous, on n'a pas le droit, en tant que particulier, d'aller récolter l'arnica dans les Vosges.
Quand vous utilisez une plante, évidemment, vous allez la laver ou en tout cas et vérifier qu'il n'y a pas de traces d'éventuels parasites. Alors ça aussi, lorsque vous allez dans les forêts, si on va récolter des plantes comme le framboisier ou la framboise sauvage ou voilà, des baies, il faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des animaux sauvages comme les renards qui peuvent laisser des déjections qui sont porteuses de parasites. Donc, par exemple, la douve du foie, hein, donc, qui est un parasite qu'on ne va pas voir sur les baies, mais qui peut avoir des conséquences graves au niveau de votre santé. Voilà, donc tout ça pour vous donner un petit peu quelques règles de précaution pour ne pas avoir de conséquences graves dans la récolte des plantes. Voilà, alors la suivante. Alors juste par rapport aux plantes sauvages, puisque des plantes sauvages, on va également en trouver dans nos jardins, hein, et quelquefois on les considère comme des mauvaises herbes. Et il y a Victor Hugo, par exemple, qui disait « Il n'y a ni mauvaise herbe, pardon, il n'y a ni mauvaise herbe, j'arrive pas à tout voir, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs ». Voilà, donc ça fait réfléchir. Donc effectivement, ces plantes qui sont quelquefois des plantes très utiles, qui vont en fait envahir les cultures. Donc quelquefois, elles ne poussent pas au bon endroit. Donc quand elles sont dans les cultures et qu'elles polluent un petit peu, entre guillemets, la récolte qu'on veut faire, on les appelle des plantes adventices. Hein. Et puis, ben, voilà, quelquefois, elles peuvent être tout à fait utiles aussi pour la culture de la plante, puisque les associations, quelquefois, peuvent être très bénéfiques entre les plantes. Voilà. Et quelquefois, j'ai trouvé d'autres citations qui disaient « Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus », ou alors « Une mauvaise herbe est une plante dont on a oublié les vertus ». Voilà. Donc, quelquefois, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, et on va en voir quelques-unes qui sont considérées comme des mauvaises herbes, ben, en fait, ont des vertus extrêmement intéressantes, soit du point de vue des écosystèmes, hein, puisqu'elles peuvent être révélatrices également de là où elles poussent. Donc, en fonction du terrain, en fonction de la qualité du sol, ben, quelquefois, les herbes vont être révélatrices aussi de la nature du terrain. Et ben, certaines ne vont pas pousser à certains endroits, puis quelquefois, elles vont aussi enrichir et permettre la culture d'autres plantes. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Alors, je vais vous faire une petite devinette. Voilà. Lorsque je vous mets cette image-là, si vous pouvez, dans le chat, me mettre un petit peu... voilà. Voilà, je vois plein de gens qui me mettent l'ortie, donc merci beaucoup, c'est très bien. Donc, effectivement, c'est l'ortie. Donc, l'ortie, ben, on en parlait justement, c'est une plante qui peut être considérée effectivement comme une mauvaise herbe, hein, et une plante un petit peu ennuyeuse dans les jardins, puisque... elle pique, hein, voilà, et puis elle prend de la place, voilà. Donc l'ortie, eh ben, c'est si je continue un petit peu ma présentation, voilà, c'est une plante qui effectivement est pourvue de poils extrêmement urticants. Là, vous voyez un grossissement de la tige de l'ortie, et vous voyez justement pourquoi elle pique, parce qu'en fait, sur sa tige, vous avez des poils qui contiennent en fait un liquide qui, lorsque vous la touchez, ben, ces poils vont être cassés et vont libérer en fait leur liquide qui va avoir ses propriétés urticantes. Et dans ce liquide, vous avez en fait de l'acide formique et de l'histamine et de la sérotonine en fait, qui vont provoquer ces réactions de boutons que vous pouvez avoir, hein, de démangeaison ensuite au niveau de la peau. Voilà. Donc cette plante, si on regarde un petit peu son nom, si je continue, voilà, c'est ce qu'on appelle l'ortie dioïque, hein, voilà, Urtica dioica de son nom scientifique. Alors une plante a toujours un nom scientifique qui vient du latin, hein, avec un nom de genre, un nom d'espèce. Voilà, le nom de genre est toujours avec une majuscule et le nom d'espèce est toujours avec une minuscule. Hein. Et on a une famille, donc elle fait partie de la famille des urticacées. Donc voilà, ça c'est la nomenclature au niveau de la botanique qui va répertorier en fait toutes les plantes, et toutes les plantes sont répertoriées avec leur nom latin si on veut considérer en fait leur nom scientifique. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, c'est ça qui va permettre aux botanistes et aux scientifiques de bien identifier les plantes, en particulier lorsqu'on va faire des études scientifiques plus intéressantes et plus importantes. Alors, ces urticacées, en fait, elles regroupent en fait une trentaine d'espèces voilà, qu'on trouve soit en Europe, soit dans d'autres pays. Et ben, la plus importante, c'est la grande ortie, hein, ou l'ortie dioïque que vous avez sur la photo. Mais il existe également
une autre variété d'ortie qu'on peut trouver aussi chez nous, qui s'appelle la petite ortie ou l'ortie grièche ou Urtica urens, on l'appelle également l'ortie brûlante. Quelle est la différence entre ces deux orties? Elles poussent très facilement dans les jardins, hein. On les trouve soit l'une soit l'autre. Donc la grande ortie, c'est une plante qui va faire jusqu'à 1 mètre de haut, hein, elle est vivace. Et vous voyez qu'en fait, on l'appelle dioïque. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un pied femelle et un pied mâle. Donc le pied femelle qui va porter les fleurs et le pied mâle, voilà, qui va générer en fait les graines. Et en dessous de la terre, là, vous avez des racines qui vont former des grands stolons, ce qu'on appelle des stolons, hein, donc des racines qui continuent de l'une à l'autre et qui relient en fait les différentes plantes. Ce qui n'est pas le cas de la petite ortie, hein, l'ortie grièche, qui va avoir en fait un pied qui va être à la fois mâle et femelle. Donc elles n'ont pas du tout la même façon de fonctionner, hein, au niveau de leur biologie. Et donc, en fait, cette petite ortie, elle va avoir une taille plus petite, elle peut aller jusqu'à 60 cm à peu près, et elle va pouvoir pousser, elle, sur des sols plus riches que l'ortie dioïque. Voilà, et c'est une plante, elle, annuelle, qui vit et qui meurt. Voilà, et là, on n'a pas de rhizome comme on a dans le cas de l'ortie dioïque. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que on peut voir des orties et elles ne sont pas forcément les mêmes. Après, au niveau de leurs propriétés, en fait, elles vont avoir à peu près les mêmes propriétés, hein. Donc, si je peux passer ma diapo suivante, voilà. Donc, les orties, elles ont des propriétés très, très intéressantes, puisqu'elles vont avoir des propriétés à la fois comestibles, hein, on peut les manger très, très facilement, et on verra plusieurs formes d'utilisation comestibles. Elles ont des propriétés médicinales extrêmement intéressantes. Elles ont des propriétés aussi au niveau du jardinage. Peut-être vous avez tous entendu parler du purin d'ortie. Elles peuvent avoir des propriétés cosmétiques, donc pour l'utilisation sur votre peau. Et puis, on peut également en faire des textiles. On peut en faire des fibres extrêmement solides, extrêmement puissantes, qui vont, en fait, c'était fait dans les années au 19e siècle, hein, et puis après, évidemment, avec l'avenir de la chimie, on a découvert des textiles chimiques comme le nylon, voilà, et on a arrêté d'utiliser l'ortie, mais maintenant, on commence de nouveau à se réintéresser à l'ortie. Et il y a en Alsace, par exemple, il y a une société qui s'appelle Velcorex qui produit en fait des vêtements et des fibres à base d'ortie. Voilà. Donc c'est une plante vraiment extrêmement intéressante, vous voyez, sur plein d'aspects au niveau de ses utilisations. Alors, si on prend... Chaque fois, j'ai un petit peu du mal à passer la diapo suivante, mais c'est bon, ça marche. Voilà, donc au niveau de ses propriétés, donc si on regarde un petit peu ce que contient l'ortie, c'est une plante qui va avoir des propriétés extrêmement intéressantes parce qu'elle va être très riche en protéines et en acides aminés. Les acides aminés, c'est en fait les petites briques qui permettent de constituer les protéines, hein. C'est-à-dire que quand votre organisme va fabriquer des protéines, il va se servir d'acides aminés. Et dans l'ortie, on a énormément d'acides aminés. Ça veut dire que si vous consommez des orties, eh bien, vous allez avoir l'apport de ces acides aminés et de ces protéines. Et bon, par exemple, pour les personnes qui ne mangent pas de viande, ça peut être une plante qui va pouvoir aussi apporter des éléments nutritifs très, très importants. On a également énormément de sels minéraux qui sont présents dans l'ortie, puisque en fait, c'est une plante qui va renfermer beaucoup de calcium, beaucoup de fer également, beaucoup de potassium, beaucoup de magnésium, beaucoup de zinc, plus d'autres oligo-éléments, hein, et la chose très importante, c'est qu'elle est riche en silicium organique, en silice organique. Tous les petits piquants que vous avez, en fait, sont formés de silicium organique. Et le silicium organique est extrêmement important pour pouvoir absorber les sels minéraux. Hein, si vous n'avez pas suffisamment de silice, vous ne pourrez pas, votre organisme ne pourra pas absorber suffisamment et correctement le calcium ou le magnésium ou le potassium. Ce qui fait qu'on peut avoir des carences. Voilà. Donc c'est important de trouver des plantes qui sont riches en silice. Et vous en avez par exemple dans l'ortie, vous en avez également dans la prêle, dans le bambou. Voilà, donc ce sont des plantes aussi très très riches en oligo-éléments et en sels minéraux. On va également trouver beaucoup de vitamines, et en particulier des vitamines A, B, C et E. Et on dit que dans 100 grammes de feuilles d'ortie fraîche, on a la totalité des apports journaliers en vitamine C.
Et on a également beaucoup d'apports en vitamine A. Donc c'est une plante intéressante à consommer plutôt le matin, puisqu'en fait, comme elle est riche en vitamine C, vous savez que la vitamine C est un petit peu excitante. Et donc, il vaut mieux la consommer plutôt le matin que le soir, puisque sinon, vous risqueriez d'avoir peut-être des problèmes de sommeil si vous la mangez beaucoup, si vous en mangez beaucoup. Voilà. Elle va être également riche en chlorophylle, hein, puisqu'elle est verte. Donc, la chlorophylle, en fait, c'est une molécule qui va permettre, pour les plantes, d'absorber l'oxygène. Voilà, c'est un petit peu comme chez nous l'hémoglobine, hein, donc c'est un petit peu la même structure. Et donc pour nous, en fait, cette richesse en chlorophylle va être intéressante aussi pour notre organisme. Et également, elle est extrêmement riche en antioxydants et en autres substances, donc par exemple comme du bêta-carotène ou comment on dit, des caroténoïdes, hein, donc c'est ce qui est précurseur de la vitamine A. Et ces antioxydants, ils sont très importants pour lutter contre le stress oxydatif, hein, c'est-à-dire ces molécules qui vont nous aider à éviter le vieillissement de nos cellules. Donc extrêmement important de manger des protéines, tous ces éléments qui sont présents dans l'ortie. Voilà. Alors cette ortie, en fait, on sait que, par exemple, au niveau de la richesse en fer, hein, elle est 3 fois plus riche en fer que les épinards, par exemple, qui sont souvent une référence, mais pas forcément une vraie référence, puisque les épinards, on sait que c'est pas forcément la source en fer la plus importante. Alors selon les périodes de l'année également, la richesse en sels minéraux va changer. Donc par exemple, on sait que maintenant, en avril-mai, c'est là que la plante est la plus riche en sels minéraux, hein, donc au printemps. Et donc, il est très intéressant, par exemple, de consommer des orties. On peut faire du jus d'ortie. Moi, j'ai un extracteur de jus et je fais assez régulièrement des jus d'ortie combinés avec des pommes ou d'autres légumes, des carottes, voilà, un peu de citron. C'est excellent, c'est délicieux. On peut également l'utiliser pour ça. On peut également l'utiliser pour faire des pestos. Voilà, qu'on peut tartiner par exemple sur des tranches de pain. La forme la plus connue d'utilisation au niveau comestible, je pense que ça doit être la soupe, hein. Je pense que tout le monde a peut-être entendu parler de la soupe aux orties. Voilà, la soupe aux orties qui peut se faire également un petit peu comme les épinards, hein. Donc on fait un légume qu'on peut les cuire, donc, et ça va être extrêmement riche donc, en fer ou en protéines. On peut rajouter quelques pommes de terre éventuellement si on veut. Et puis, on peut l'intégrer dans des quiches, on peut l'intégrer dans un certain nombre de préparations qui vont être intéressantes, qui vont être agréables à manger. Après, c'est très important quand on récolte les orties, comme je vous disais, hein, de faire attention parce que souvent les orties, elles peuvent pousser sur des terrains s'il y a eu une pollution, elles peuvent pousser et ce sont des plantes qui sont détoxifiantes. Donc en fait, si on les prend sur des terrains qui ont été, par exemple, chargés de métaux lourds ou de pesticides, eh bien vous allez retrouver ces métaux lourds ou ces pesticides parce que la plante va les intégrer dans son métabolisme pour les détruire. Mais si vous les récoltez là, donc vous pourriez éventuellement avoir ces éléments dans votre organisme. Donc on évite évidemment de les prendre. Donc si vous avez des orties dans votre jardin, ben, c'est très bien. Sinon, faites bien attention sur quel terrain vous allez récolter l'ortie. Voilà. Alors évidemment pour les couper, ben, c'est un peu compliqué, il faut mettre des gants, hein, parce que sinon effectivement on peut se couper. Mais sinon, alors les anciens disaient qu'il vaut mieux, on peut en s'enduisant les doigts avec de la graisse, a priori ça pique moins. Il y a des gens qui disent aussi que selon la façon dont on prend la plante, si on ne l'agresse pas, on peut aussi éviter de se piquer. Mais bon, le mieux c'est peut-être de mettre des gants quand même, hein. Voilà. Alors une fois que l'ortie est mouillée, en fait, si vous la trempez par exemple pour la laver avant de l'utiliser, vous n'aurez plus de risque de piqûre, hein. Donc les poils urticants sont détruits lorsque la plante est en contact avec de l'eau et de l'huile. Donc quand vous la prendrez dans votre jus ou quand vous la prendrez dans votre préparation de soupe, etc., il n'y a plus du tout de risque de piqûre, hein. Voilà. On peut également sécher les feuilles d'ortie, hein, pour en garder, par exemple, pour faire des tisanes pour l'hiver, hein, on peut l'utiliser en tisane. Et puis, on peut, alors il faut faire bien attention lorsqu'on la sèche, hein, puisqu'en fait, c'est une plante assez délicate à sécher.
Mais voilà, vous allez avoir, alors évidemment on va perdre la vitamine C, mais il y a d'autres principes actifs qu'on va pouvoir garder, et par exemple les autres vitamines qui vont, ou évidemment les acides aminés, les protéines, les sels minéraux, qui vont pouvoir effectivement garder leurs propriétés nutritives et médicinales. Alors, justement, par rapport à l'utilisation médicinale, donc c'est une plante dont on peut utiliser toutes les parties, de la racine jusqu'à la tige et même les graines, voilà. On peut les utiliser. Alors les graines, on peut aussi les sécher et on peut s'en servir soit pour ressemer des orties, soit pour éventuellement faire les torréfier et les consommer. Alors quand on veut utiliser l'ortie sous forme médicinale, hein, eh bien, donc c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser soit pour faire des tisanes, comme je le disais. Il existe également d'autres préparations pour, voilà, pour des orties, pour faire des décoctions. Alors par exemple la racine, pour les racines, hein, c'est un petit peu plus difficile d'extraire les principes actifs si on la met dans l'eau. Donc on va plutôt la bouillir. Alors quelle est la différence entre une tisane et alors, je vois une question: pourquoi le séchage ôterait la vitamine C? Parce que la vitamine C est très sensible à l'oxydation. Voilà, et puis donc c'est pour ça que souvent avec le séchage, on oxyde la plante, enfin on oxyde la vitamine. Mais on en garde un peu évidemment, mais on n'en aura pas autant que dans la plante fraîche, hein. Alors par exemple, il y avait une grande botaniste qui s'appelle Maria Treben, qui elle conseillait uniquement l'utilisation de l'ortie fraîche. Voilà. Mais après, bon, on peut la sécher, mais on garde peut-être un petit peu moins de vitamines que quand c'est dans la plante fraîche. Alors, au niveau de justement de la différence entre une infusion et une décoction, si je peux préciser un petit peu de quoi il s'agit. Donc une infusion, vous allez mettre la plante en contact avec de l'eau, hein, donc en général de l'eau chaude, pratiquement à ébullition ou frissonnante, donc juste avant l'état d'ébullition, et vous allez donc extraire par l'eau, par l'état aqueux, tous les principes actifs qui sont solubles en fait dans l'eau, hein. Et donc on laisse en général une infusion pendant 10 minutes pour laisser les principes actifs diffuser en fait dans l'eau. Lorsque vous avez une racine, la racine est beaucoup plus dure et donc pour arriver à extraire, ben, ça va être un peu plus compliqué. Donc, allô? Allô? Oui, j'entends un écho. Oui. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Ah, j'ai un téléphone qui sonne. Pardon. Voilà. Et donc pour la décoction, on va d'abord faire bouillir donc la racine dans l'eau, et puis ensuite on va laisser infuser, ce qui va laisser un petit peu plus de marge de manœuvre au principe actif pour diffuser. Voilà, ça c'est la différence entre une décoction et une infusion. Donc pour la racine, on va faire une décoction. Pour la plante, donc pour les feuilles, on va faire une infusion plutôt. Et donc au niveau de ses propriétés, ben, l'ortie va avoir plein de propriétés intéressantes. Donc elle est reminéralisante, hein, vu ce dont on a déjà parlé, vu sa richesse en vitamines, en acides aminés, en silice, en sels minéraux. Elle va permettre de reminéraliser l'organisme. Voilà, donc c'est intéressant pour ça. Donc dans les cas d'ostéoporose par exemple ou de fracture, c'est une plante qui va être tout à fait indiquée. Et c'est en même temps une plante qui va être diurétique, mais comme elle a du potassium, en fait, vous n'allez pas avoir de risque de fuite de potassium, ce qui est plus intéressant que de prendre des diurétiques médicamenteux, parce que souvent avec les diurétiques, vous avez un risque de fuite de potassium. Donc quand on prend de l'ortie, elle va permettre de nettoyer l'organisme, donc elle va être intéressante aussi dans les cas de rhumatisme, de gouttes, de calculs urinaires, voilà, d'incontinence également. Mais voilà, vous n'allez pas avoir ce risque de fuite de potassium ou de perte de sels minéraux, ce qui est intéressant. C'est une plante qui est également antidiarrhéique, hein, puisqu'elle est riche en tanins, et quelquefois on l'a utilisée aussi dans les épidémies de choléra, donc dans les temps anciens. Elle a pu être utilisée pour traiter ces maladies-là. C'est une plante qui peut également arrêter les saignements, les hémorragies, les saignements de nez, voilà. Et puis, ben, elle est dépurative puisqu'elle a des propriétés justement diurétiques, et donc elle va être aussi utilisable lorsqu'on a des problèmes de peau, comme des problèmes d'acné ou d'eczéma, ou elle a pu être utilisée aussi à bon escient pour les boutons de fièvre, hein, donc l'herpès.
Et c'est une plante qui a également des propriétés vermifuges et révulsives. Voilà, donc ça c'est vraiment les propriétés plutôt de la feuille. Pour les femmes, c'est une plante qui peut également agir pour régulariser les règles ou les faire réapparaître, hein, donc elle est un peu un ménagogue aussi. Voilà, et alors pour les messieurs, chacun a son rôle, elle peut être utilisée justement pour les adénomes prostatiques, mais là on va utiliser plutôt la racine. Donc dans ces cas-là, on va utiliser les décoctions de racines, hein, pour traiter les troubles de la prostate. Voilà. Et puis on va pouvoir l'utiliser également en infusion, sous forme de lotion et de compresse, justement pour également traiter les boutons de fièvre ou pour traiter l'acné. Voilà, donc c'est une plante également qui a des propriétés cosmétiques. Voilà. Voilà, donc vraiment très intéressante au niveau de toutes ces propriétés médicinales. Alors je vais parler un petit peu plus de certains problèmes, hein. Donc c'est lorsqu'on a eu de l'arthrose, hein, donc l'arthrose, c'est une maladie de dégénérescence du cartilage articulaire. Donc grâce à sa richesse en silice, elle va faciliter la consolidation des cartilages, hein. Donc là également, on va pouvoir utiliser la plante en tisane, mais également, comme elle a des propriétés diurétiques, elle va permettre de nettoyer toutes les impuretés qui pourraient exister dans l'organisme, et donc elle va éviter justement la dégénérescence du cartilage articulaire, hein. Souvent, la dégénérescence du cartilage, c'est lié à trop d'accumulation de cristaux au niveau des articulations, et donc grâce à ces propriétés diurétiques, vous allez pouvoir nettoyer les articulations. On peut évidemment combiner ça avec la reine des prés, qui va également avoir des propriétés anti-inflammatoires, et le cassis également, hein. Donc quand il y a des crises d'arthrose, c'est une bonne combinaison de plantes. Lorsqu'il y a une anémie, une déminéralisation ou des règles trop abondantes qui font perdre beaucoup de fer, comme on a dit que cette ortie était riche en fer, c'est également une plante donc, qui va pouvoir nous servir en tisane. Alors là, on peut faire des cures de longue durée, et puis voilà, on peut laisser infuser de façon à avoir suffisamment de fer dans l'infusion, hein. Alors, si on a une hémorragie nasale, hein, un saignement de nez, tout simplement, on peut faire un jus frais, donc c'est-à-dire presser simplement les feuilles, et puis imbiber une mèche de coton dans la narine qui saigne, et puis ça peut permettre de cautériser un petit peu l'hémorragie et d'éviter en fait d'arrêter le saignement. Également, en ce moment, il y a énormément d'allergies et de rhume des foins, hein, puisque c'est une période où on a beaucoup de pollen qui volent. Et donc, l'ortie est une des plantes aussi indiquées dans les cas d'allergies respiratoires, donc de rhume des foins. Donc, il y a une herboristerie qui s'appelle Flora Medicina, qui vante vraiment les mérites de l'ortie par rapport à ce problème-là. Et puis, comme on a dit, par rapport aux problèmes de peau, donc on peut l'utiliser en interne sous forme de tisane, mais également en externe, hein, sous forme de compresse. Et c'est une plante donc, qui est, comme on disait, riche en zinc et en différents autres oligo-éléments. Et grâce à sa richesse en zinc, on peut combler en fait les carences de l'organisme qui pourraient être responsables de ces soucis de peau. Et souvent, on peut utiliser donc avec d'autres plantes, par exemple pour traiter ces problèmes de peau. On va en voir d'autres au cours de la présentation, hein. Par exemple, on peut utiliser de l'aquil et millefeuille, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui peut également aider dans ces cas-là. Voilà. Je vais continuer un petit peu sur le problème de l'ortie. Alors, on pourrait parler pendant 2 heures, hein, de l'ortie, mais évidemment, on a plein d'autres plantes à voir. Alors, comme je disais, hein, au niveau des formes d'utilisation, on peut faire des infusions, c'est la forme la plus simple à utiliser. Pour les troubles de la prostate, donc là, comme je disais, on fera une décoction. On peut également utiliser des extraits fluides. Alors ça, vous allez les trouver dans le commerce, c'est pas forcément simple à faire tout seul. Alors un extrait fluide, c'est quoi? C'est lorsqu'on va utiliser de l'alcool pour extraire les principes actifs. Et ces extraits fluides, en fait, une fois que vous aurez extrait à l'alcool va être évaporé. Et bon, par exemple, Soriavi, qui est une marque que j'apprécie beaucoup au niveau des produits, va pouvoir utiliser
ces extraits fluides, mais vous n'aurez plus d'alcool dans leur préparation, puisque en fait, les préparations seront faites dans de la glycérine et vous allez pouvoir utiliser les orties pour ces propriétés à la fois reminéralisantes et diurétiques. On peut également trouver dans le commerce des gélules de poudre de plante où vous pouvez transformer les feuilles, une fois qu'elles sont bien sèches, en poudre de plante, qu'on va pouvoir utiliser aussi dans ces préparations. Donc soit, je ne sais pas, dans un yaourt par exemple, on peut très bien utiliser de la poudre d'ortie lorsqu'on a des problèmes au niveau de la peau. Ça peut être également une bonne indication pour les chutes de cheveux. On a parlé de l'utilisation cosmétique. Pour les personnes qui perdent leurs cheveux, ça peut être très intéressant d'utiliser de la poudre d'ortie pour reminéraliser l'organisme et redonner aussi tout cet apport en vitamines. Par exemple, elle est riche également en vitamine PP, qui est une bonne vitamine pour la peau. Et puis la dernière utilisation, c'est une macération dans l'huile d'olive. Donc là également, on va pouvoir l'utiliser pour masser les tempes, pour améliorer la mémoire. Alors je vois une dame qui me parle de la manger en salade ou faire des jus. Donc effectivement, tout à fait, on peut la manger en salade, on peut faire des jus, tout à fait, avec un extracteur, ça fonctionne très très bien. Et puis, on peut l'utiliser également dans des pâtisseries. Si vous faites des petits extraits des petits morceaux de feuilles d'ortie, vous pouvez très bien les intégrer dans des petits gâteaux. Ça peut aussi se faire sous forme sucrée. Alors, il y a Hildegard von Bingen, qui est une grande abbesse qui vivait donc au XIe siècle, qui a fait énormément de découvertes et qui était très sage au sens, connaissance, je veux dire, et qui soignait énormément de gens à l'époque grâce à des plantes. Et elle préconisait d'utiliser l'ortie dans un pain, en faisant du pain avec de l'ortie et du fenouil pour pouvoir bien digérer, pour améliorer la digestion. Voilà. Et donc, bien sûr, on peut associer l'ortie dans des tisanes avec d'autres plantes comme la menthe, le romarin, la prêle, selon les besoins que vous avez. Alors, voilà. Une autre forme qui ressemble à l'ortie, mais qui n'est pas de l'ortie, que vous allez pouvoir trouver dans votre jardin, c'est ce qu'on appelle le lamier blanc. C'est ce qu'on appelle l'ortie blanche également, ou la fausse ortie. Alors cette ortie, elle est trouvée très très facilement, très, très souvent également. Et là aussi, elle est comestible. On va pouvoir consommer ses feuilles de façon crue ou séchée. On va pouvoir l'utiliser dans les salades. Alors les feuilles, voilà, si vous voyez sur l'image, les fleurs sont blanches et vous allez pouvoir les utiliser dans les salades pour décorer, par exemple, ça peut être très joli. Mais on peut également consommer les feuilles dans la salade. Elles ont également des propriétés médicinales, puisqu'elles peuvent être utilisées sous forme, pour leurs propriétés expectorantes, c'est-à-dire dans les cas de problèmes de bronchite, voilà. On peut également les utiliser dans les cas de problèmes hémostatiques, comme on l'a vu pour l'ortie. C'est également une plante qui va pouvoir arrêter les saignements et elles sont astringentes, c'est-à-dire qu'elles vont retenir l'eau. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir aussi des problèmes de diarrhée, c'est une plante qu'on va pouvoir consommer. C'est une plante qui a également été utilisée souvent pour des problèmes de perte blanche au niveau vaginal. Donc on peut également utiliser ça en lavement, donc sous forme d'infusion, qui va être également anti-infectieux pour la muqueuse vaginale. Voilà. Et c'est également une plante qui a un effet dépuratif, donc c'est une plante qui est recommandée également pour les problèmes de goutte ou les problèmes articulaires, car c'est une plante qui va permettre une bonne élimination des cristaux. Voilà. Et c'est une plante qui n'a vraiment pas de contre-indication, c'est une plante qui va permettre vraiment d'être utilisée sans forcément avoir de soucis, voilà, de contre-indication avec d'autres médicaments ou avec d'autres plantes que vous allez utiliser. Et puis, c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser dans le jardinage, puisque dans votre jardin, elle va pouvoir permettre quand vous la faites pousser à côté des pommes de terre, elle repousse les doryphores, et puis elle va donc améliorer, c'est ce qu'on dit, le goût des pommes de terre. Donc ne l'enlevez pas si vous en avez à côté de vos pommes de terre dans votre jardin, parce qu'elle est là pas pour rien et elle peut vous aider. Voilà. Donc là aussi, on va pouvoir la trouver quelquefois sous forme de gélules dans le commerce, mais le mieux, c'est de l'utiliser de façon sauvage dans son jardin. Voilà. Alors, il y a une autre forme de lamier qui est le lamier pourpre. Voilà, le lamier pourpre que vous allez trouver également
qui est très très commune, hein, donc on l'appelle également l'ortie rouge, mais évidemment elle ne pique pas non plus, hein, comme le lamier blanc, le lamier rouge ne pique pas. Alors elle a peut-être un petit peu moins de propriétés intéressantes, mais on peut également l'utiliser en salade, pour décorer donc une salade. Elle est tout à fait comestible. Elle va avoir un aspect un petit peu croquant, un petit peu voilà, un petit peu voilà. Et, comment dire? Oui, un peu croquant, un peu velu également, hein, voilà. Mais voilà, ses fleurs sont également utilisées. Elle a une odeur un petit peu poivrée. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Elle a un goût un petit peu poivré, une odeur un petit peu poivrée. Et par contre, on peut l'utiliser également pour désinfecter les plaies. Et elle a également des propriétés astringentes et antidiarrhéiques, comme on l'a vu pour l'ortie ou pour le lamier blanc, mais à un degré un petit peu moindre, hein. Voilà, je pense que vous en avez tous déjà vu dans les jardins ou dans la nature. Alors, ce sont toutes également des plantes qui sont très intéressantes au niveau mellifère, hein, puisque les abeilles vont récolter du nectar dans ces plantes. Quand on regarde la forme des fleurs, hein, on regarde un petit peu, c'est un petit peu comme si cette plante, donc c'est une plante de la famille des Lamiacées qui comprend beaucoup de plantes aromatiques, hein, toutes les menthes, thym, romarin, etc. font toutes partie de la famille des Lamiacées, grande famille de plantes aromatiques. Et quand on regarde la forme de ces fleurs, ce sont des formes en forme de lèvres, et les abeilles ont des grandes facilités à aller butiner à l'intérieur de ces plantes pour récolter le nectar, et donc grandes plantes mellifères également. Voilà. C'est également un couvre-sol, hein, le lamier, qui va permettre aussi de protéger le sol nu, voilà, pour éviter justement le croûtage ou le lessivage de trop de sol. Donc lorsque vous avez des orties ou du lamier, ça va éviter également le dessèchement de la terre. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir ça au niveau de votre jardinage. Voilà. Alors on va passer à une autre plante que je vais vous demander d'identifier si vous y arrivez. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette plante? Donc vous pouvez me répondre dans le chat. Voilà, donc je vois déjà une personne qui a répondu. Voilà. Ok, très bien. Voilà, donc j'ai eu 3 réponses. Donc c'est effectivement le grand plantain, effectivement. Voilà, grand plantain qui fait partie également de plantes très très communes qu'on trouve très facilement dans nos prairies, dans nos jardins, à l'état sauvage, hein, et qui a également énormément de possibilités de soins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plantain majeur, hein. Comme vous le voyez, il a des grandes feuilles. Ce qu'on appelle donc de son nom scientifique le Plantago-major, donc formé de grandes feuilles, et lorsque vous voyez les fleurs pas très développées, hein, donc une grande tige, mais par exemple les tiges de ce plantain majeur ont été utilisées pour nourrir les oiseaux, par exemple, hein. Les oiseaux vont être très friands des graines qui sont à l'intérieur de ces fleurs. Alors, il existe trois formes de plantain courantes dans nos régions, hein, mais en fait, il existe plus de 200 espèces de plantains. Donc, les plus courants, c'est le plantain majeur que je viens de vous montrer là sur la première image, mais également, on a une plante qui s'appelle le plantain moyen. Donc, ça ressemble un petit peu aux feuilles de plantain majeur, mais ça forme une rosette beaucoup plus petite, avec des feuilles beaucoup plus petites. Et vous voyez que la forme des fleurs est complètement différente, hein. On va avoir un petit peu plus de couleur blanche sur les fleurs. Et puis le dernier plantain, c'est ce qu'on appelle le plantain lancéolé. Donc là, vous voyez que la forme des feuilles est totalement différente, puisque les feuilles vont être complètement étirées et lancées. Alors, pourquoi ça s'appelle plantain, hein? Quand on voit plantain, en fait, le plantain doit son nom en fait, à la ressemblance avec la plante d'un pied humain. Et en fait, apparemment, le plantain viendrait d'une origine, enfin, aurait été nommé suite à une origine amérindienne, hein, et le plantain aurait été exporté, par exemple en Amérique, par le pied de l'homme, parce que en fait, cette plante ne poussait pas au départ en Amérique, et lorsque les colons sont arrivés aux États-Unis, eh bien, ils ont importé le plantain là-bas. Voilà. Et en fait, de cette similitude avec la forme du pied, donc quand on regarde avec le grand plantain, eh bien, les anciens ont imaginé ou ont compris que cette plante pouvait servir à traiter en fait les pieds
fatigués par des longues marches. Et donc, c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, lorsque on fait des grandes randonnées ou lorsqu'on fait le sentier de Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, c'est les grandes feuilles de plantain, vous allez pouvoir les mettre dans vos chaussures de marche et ça va apparemment protéger vos pieds. Alors, c'est peut-être pas une légende, hein, c'est une chose qu'on raconte. Pourquoi? Parce que la plante en elle-même va avoir des propriétés anti-inflammatoires et va permettre de traiter, par exemple, tout ce qui est piqûres, brûlures, ampoules, mais également tout ce qui est, voilà, si vous vous faites piquer par une guêpe, si vous vous faites piquer par justement les orties, ben, c'est très intéressant d'utiliser la feuille de plantain que vous allez malaxer tout simplement pour en extraire le suc. Et en extrayant le suc, ben, ce suc va avoir des propriétés qui vont calmer et qui vont être anti-inflammatoires. Le plantain majeur, on l'appelle également le pin d'oiseau ou l'herbe aux cailles. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, ben, les fleurs vont pouvoir générer des graines qui vont être appréciées des oiseaux. On peut manger tous les plantains. Ils sont tous comestibles et lorsque vous voyez en fait les plantains, on a ce qu'on appelle également l'herbe aux 5 coutures ou aux 7 coutures, hein, puisqu'en fait quand on regarde une feuille de plantain, vous avez des nervures assez prononcées sur la feuille qui vont pouvoir voilà, être caractéristiques en fait de cette plante. Lorsqu'on regarde la feuille de plantain lancéolé, donc elle est donc beaucoup plus élancée. Et si on regarde sa fleur, vous avez des petits boutons floraux. Et lorsqu'on veut consommer ces boutons floraux ou même les feuilles de plantain, eh bien, ça peut se faire. Et lorsqu'on les consomme dans une salade, par exemple, ça va rajouter un petit goût de champignon. Qui est très agréable, hein, donc tout à fait comestible, intéressante donc au niveau de ses propriétés comestibles et également au niveau de ses propriétés médicinales. Donc pourquoi intéressant au niveau des propriétés médicinales? Parce qu'elle est également riche en vitamines, en particulier en vitamine A, en vitamines du groupe B et en vitamine PP, donc intéressante pour la peau. Également très riche en acides aminés, en sels minéraux, donc en particulier le soufre, le calcium, le fer, le phosphore. Elle contient également des oméga 3 en petite quantité, mais c'est une source d'oméga 3. Et puis, c'est une plante qui est riche en mucilage. Les mucilages, ce sont des substances qui vont permettre d'adoucir. C'est pour ça aussi que c'est intéressant lorsque vous frottez une irritation, lorsque vous utilisez la plante sur la peau, ben, ça va permettre d'adoucir, mais c'est également une plante quand on va consommer, on va pouvoir justement permettre d'adoucir les tissus. Donc c'est une plante qui, lorsque vous allez la consommer, va libérer en fait ces mucilages et va permettre, par exemple au niveau gastrique, de calmer une irritation de l'estomac, par exemple, hein. Voilà. Elle va également être astringente, donc elle va accélérer la cicatrisation. Hein, donc, elle va permettre en fait le resserrement des tissus, hein, c'est ce qu'on appelle astringente, et donc elle va permettre d'accélérer la cicatrisation d'une blessure. Donc ça peut être interne ou ça peut être externe. Donc au niveau des muqueuses, hein, donc, vous pouvez avoir également une cicatrisation. Donc on va pouvoir utiliser également en bain de bouche quand on a des aftes. On va pouvoir l'utiliser lorsqu'on a justement ces problèmes gastriques. Elle a également des propriétés anti-inflammatoires, hein. Elle peut activer ou inhiber l'activité de certains enzymes et donc elle va permettre également la libération enfin, inhiber la libération d'histamine, donc inhiber les allergies. Et c'est une grande plante anti-allergique, hein, également. Très intéressante à ce niveau-là, très connue pour ça. Et puis plante antiseptique et antibactérienne et antivirale. Donc dans les cas de Covid, ben, moi je vous encourage à utiliser ben, l'ortie, le plantain, puisque en fait avec toutes les propriétés qu'ils ont, ben, c'est déjà des plantes qui vont pouvoir nous aider beaucoup dans ces cas-là. Voilà. Donc le plantain peut se récolter 10 mois sur 12, hein, donc vraiment de façon très très facile. Évidemment, on la récolte de façon à éviter toute pollution comme toutes les plantes. Et puis lorsque vous allez vouloir l'utiliser, vous allez pouvoir la sécher, la laver bien sûr, et éventuellement on peut même les sécher pour les garder un peu plus tard, mais on n'aura plus autant de propriétés non plus. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Voilà, c'est la suite, si ça veut bien passer. Voilà, donc
comme je disais, hein, en indication. En interne, donc on va pouvoir l'utiliser sur les inflammations des muqueuses comme l'inflammation respiratoire, les toux grasses également, pour les allergies, en cas de rhume des foins, pour l'eczéma également, en tisane dans ces cas-là. On peut utiliser également pour les infections des voies urinaires. Elle peut servir pour les hémorroïdes, pour la constipation. Et puis soulager les rhumatismes, hein, puisque ça va être une plante qui va apporter également des nutriments, des anti-inflammatoires, donc elle va permettre d'utiliser dans ces cas de rhumatisme. En externe, donc, on peut faire donc l'utiliser directement sous forme pure, mais on peut également faire stopper les saignements, on peut cicatriser les blessures et on peut en faire des collyres. Les collyres de plantain ont été utilisés à très bon escient pour pouvoir défatiguer les yeux ou lutter contre les conjonctivites, par exemple. Et on peut la mettre même en cataplasme, hein, pour consolider des fractures, puisqu'elle est riche en sels minéraux. Les anciens l'ont utilisée sous forme de cataplasme pour consolider des fractures. Voilà, excusez-moi. Voilà. On peut également faire du sirop de plantain. Donc ça, on peut le faire soi-même, hein. Donc ce sirop de plantain peut être utilisé pour faire justement pour tout ce qui est problème respiratoire. Voilà, quelques soucis avec mon téléphone. Il faut évidemment que les gens appellent à ce moment-là. Voilà, donc quand on fait des décoctions, on peut les faire des bains de bouche, des gargarismes, hein, comme je vous disais, en cas de problème au niveau des muqueuses, en infusion, pardon, en collyre. Également, on peut en faire des lotions capillaires, hein, pour faire des massages au niveau du cuir chevelu ou alors sur la peau, en cas de problème d'eczéma, de dartre, pour les peaux à problème, hein. Voilà. Et donc, comme je disais, hein, donc voilà, je reprends un petit peu tout ce que j'ai déjà dit. Alors, c'est une plante intéressante aussi en cas de constipation, puisque, en fait, comme je vous disais, c'est une plante qui est riche en mucilage. Et alors, il y a une forme de plantain qui est très, très connue, qui s'appelle le psyllium, hein, c'est aussi une forme de plantain. Et on peut utiliser aussi les graines de psyllium comme un laxatif mécanique, hein, puisque ces graines vont simplement accélérer le transit. Voilà, donc on peut utiliser ces graines comme un laxatif doux et naturel. Alors, une autre plante que je vais vous demander d'identifier, que vous connaissez probablement. Voilà, très bien. Alors, le pissenlit, effectivement. Donc, son nom scientifique, c'est Taraxacum officinalis, hein, donc c'est une plante qui fait partie de la famille des Astéracées, également une autre grande famille de plantes. On va voir plusieurs plantes de cette famille-là ce soir. Alors, très intéressant au niveau de la forme des feuilles, hein, on l'appelle également dent de lion, puisque quand on voit les feuilles, elles sont découpées un petit peu comme des feuilles, comme des mâchoires de lion, ou comme des dents de lion. Voilà. Voilà, son nom latin vient de Taraxacum. Donc Taraxacum, ça vient de je trouble ou j'agite. Donc pourquoi? Parce que c'est une plante qui va avoir des propriétés diurétiques, hein, et qui va permettre en fait d'éliminer, mais pas seulement, hein. C'est une plante drainante, donc très très intéressante à tous les niveaux de drainage. Donc on va pouvoir justement faire des petites cures au printemps pour nettoyer l'organisme avec le pissenlit, avec des feuilles de pissenlit, c'est très connu, hein, parce qu'elle va nous permettre de nettoyer l'organisme à la fois au niveau des reins, mais également au niveau du foie et également au niveau de la peau. Donc c'est un très bon draineur de tout l'organisme. Et là aussi, toute la plante va être comestible, hein. On va pouvoir utiliser les feuilles également en salade, hein, c'est très connu, la salade de pissenlit au printemps. Mais également, on va pouvoir utiliser les fleurs. Alors les fleurs, en fait, ce n'est pas une seule fleur telle qu'on peut la voir ici, mais c'est ce qu'on appelle un capitule floral. Et en fait, quand vous regardez en détail la forme des fleurs de pissenlit, en fait, vous avez une multitude de petites fleurs qui sont piquées les unes à côté des autres pour former ce qu'on appelle un capitule floral. Voilà. Donc, voilà, faut bien le savoir, et c'est vraiment assez courant dans la famille des Astéracées, où on va retrouver également les marguerites, les pâquerettes, etc., qui sont également sous forme de capitules floraux. Voilà.
Donc, action du pissenlit, comme on disait, au niveau comestible, on va pouvoir utiliser les feuilles, on va pouvoir utiliser les fleurs. On va également pouvoir utiliser la racine, qui va avoir une action assez importante au niveau de son effet sur l'aspect dépuratif, hein. Donc, au niveau de l'effet sur le foie, sur les reins et sur la peau. On va pouvoir faire une confiture, hein, ou un miel à partir des fleurs de pissenlit. Ça peut se faire au printemps et c'est excellent. Voilà, à partir simplement d'une macération de fleurs de pissenlit dans l'eau. On va cuire ça avec du sucre et on va pouvoir consommer ça toute l'année, tout l'hiver. C'est excellent. Et puis, bon, bien sûr, la salade. Je pense que tout le monde a déjà peut-être mangé de la salade de pissenlit au printemps. Mais il faut savoir que les feuilles de pissenlit sont consommables pendant toute l'année. Au printemps, elles vont être plus douces, mais pendant l'été ou actuellement, vous pouvez encore récolter des feuilles. Elles vont avoir simplement un goût beaucoup plus amer. Simplement, voilà. Mais on peut encore, la consommer. Alors, la Commission européenne, vous savez que certaines plantes sont répertoriées au niveau des pharmacopées ou au niveau des commissions européennes pour leurs propriétés médicinales. Et la Commission européenne reconnaît l'usage de la feuille de pissenlit pour traiter, par exemple, certains troubles digestifs et certains troubles de perte d'appétit. Donc voilà, on peut également l'utiliser pour des problèmes de rhumatisme, hein, puisqu'elle va permettre de nettoyer l'organisme, là aussi, donc éliminer les cristaux, éliminer les calculs qui pourraient être présents aussi au niveau des reins. Donc, elle va améliorer en fait les fonctions biliaires, les fonctions urinaires, et puis elle va stimuler également la production de bile. Donc, elle va permettre d'avoir un effet qu'on appelle cholérétique et cholagogue, donc d'avoir production de bile par le foie et à la fois libération de la bile dans le système digestif. Donc, elle va améliorer en fait notre état digestif. Voilà, donc très intéressante comme plante également, souvent considérée elle aussi comme une plante voilà, adventice ou une plante voilà, qui peut avoir des effets gênants dans les cultures, mais excellente plante et très intéressante sur le plan médicinal. On peut également l'utiliser sous forme cosmétique et on va pouvoir faire des lotions à partir du pissenlit. Et cette lotion va permettre d'éclaircir le teint, de revigorer un petit peu des peaux atones ou des peaux ternes. Et on dit que le latex blanc de la tige, lorsque vous allez couper la tige, hein, vous allez avoir un latex blanc qui va se répandre. Ce latex, d'ailleurs, peut être allergisant pour certaines personnes qui peuvent être sensibles au latex, hein, donc il faut faire attention aussi. Mais on peut utiliser le latex pour atténuer les taches de rousseur dans certains cas. Voilà. Et puis la racine, également, la racine, on va pouvoir l'utiliser surtout pour leur teneur en inuline et pour leurs propriétés sur le foie et les reins. Hein. Donc c'est un très bon dépuratif également qui va agir sur les foies, les reins et la peau. Donc on fait beaucoup de recherches aussi au niveau médicinal sur l'utilisation du pissenlit et comme je vous disais, hein, c'est une plante qui a également des propriétés antioxydantes et il semblerait, bon, pour l'instant c'est simplement à l'état de modèle, mais il semblerait que cette plante puisse avoir également des effets anti-cancer et des effets anti-diabétiques. Donc il y a des premiers essais cliniques qui ont été faits, hein, mais simplement à l'état de modèle de test. Et apparemment, il pourrait y avoir donc des effets bien plus importants que les effets traditionnels qu'on lui connaît. Voilà. Alors, pour ses vertus sur le foie, on peut associer le pissenlit également à d'autres plantes comme par exemple le radis noir, le chardon-marie, qui vont également avoir des effets dépuratifs sur le foie. Il y a simplement un effet, simplement il faut faire attention pour les personnes qui ont des calculs biliaires. Il ne faut pas trop consommer de pissenlit, puisque en fait, comme c'est une plante qui va avoir tendance à agir sur l'élimination de la bile, hein, donc la production et l'élimination de la bile, s'il y a des calculs au niveau de la vésicule biliaire, ça pourrait entraîner des irritations au niveau du canal biliaire. Voilà, donc attention pour les personnes quand même qui auraient des calculs. Voilà, donc voilà, on peut également faire des huiles solarisées. Bon, j'ai parlé des infusions,
J'ai parlé de la décoction de la racine hein, pour le foie et la constipation. On peut également faire des huiles solarisées à partir des macérations de fleurs ou de feuilles, hein, donc pour les maladies de peau. Et on peut utiliser également en massage. Et puis, il y a certaines recettes qui préconisent aussi une macération de racines dans le vin, comme vermifuge, hein, donc ça peut être une plante qui peut être intéressante aussi pour nettoyer quand il y a des oxyures, donc des petits vers au niveau intestinal. Ça peut arriver beaucoup chez les enfants et donc on peut utiliser cette macération de racines et on en prend un petit peu. Voilà, donc pour le pissenlit, voilà, et on va passer à une autre plante. Est-ce que vous la connaissez? Alors, j'ai déjà donné la réponse. Voilà, parce que je vois pas de... Voilà, l'aquilée millefeuille, exactement. Donc l'aquilée millefeuille, également grande plante intéressante, qu'on va trouver très très fréquemment, voilà, qui est formée en fait, pourquoi elle s'appelle millefeuille? Parce que quand on regarde ces feuilles, elles sont extrêmement découpées, c'est extrêmement fin, c'est très très, très joli d'ailleurs comme feuille. Et puis vous allez avoir la fleur qui est en fait un regroupement de plusieurs petites fleurs qui forment ce qu'on appelle des corymbes. Voilà, donc l'aquilée millefeuille, plante extrêmement courante actuellement, hein, qui vient de commencer à fleurir dans les jardins, qui va avoir des vertus extrêmement intéressantes aussi. Alors pourquoi Achillée? Elle tire son nom d'Achille, puisqu'en fait ces plantes étaient toutes déjà connues dans l'Antiquité, et Achille aurait, donc c'était ce héros guerrier hein, qui a participé à la guerre de Troie, et Achille aurait découvert et utilisé cette plante pour guérir de nombreuses blessures lors des soldats, pour les soldats lors de la guerre de Troie dans la Grèce antique. C'est pour ça qu'elle a gardé ce nom d'Achillée millefeuille. Et on dit qu'au Moyen Âge, les chevaliers transportaient un sachet de cette plante dans leur trousse de premiers soins. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une herbe qu'on appelle également l'herbe à la saignée, l'herbe à la coupure, l'herbe au charpentier. Alors quand on dit ça, ça évoque tout de suite ce pourquoi elle peut être utile. Hein, c'est une plante qui va être utile justement pour cicatriser, pour limiter les saignements, pour calmer, mais pas uniquement. Elle va avoir plein d'autres propriétés intéressantes. C'est une plante qui est utilisée par toutes les civilisations, hein, puisque les Chinois s'en servent également pour faire leur baguette de Yiking. Donc le Yiking, c'est un art de divination très ancien qui est utilisé par les Chinois. C'est une plante qui est également utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc plante extrêmement répandue, mais extrêmement utilisée par beaucoup de civilisations, beaucoup de personnes. Alors, c'est une plante qu'on va pouvoir également consommer, mais enfin, sous forme de feuilles de façon très limitée. Hein. On peut, au printemps, rajouter quelques petites feuilles d'aquilée dans ses salades. La fleur n'est pas forcément très consommable. Hein. Alors, je vais peut-être vous la montrer parce que j'en ai récolté. Donc, en général, la fleur est blanche. Je vais essayer de reprendre. Voilà. C'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça. Voilà. Donc, si vous arrivez à voir ma caméra, peut-être. Voilà. Donc, si je vous montre la plante, donc lorsqu'on voit ici les fleurs, hein, est-ce que vous arrivez à voir mon image? Pas forcément évident. On voit effectivement ces petites feuilles très très découpées, très 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 fines. Hein. C'est extrêmement joli à regarder. Hein. Et puis toutes les petites fleurs qui sont formées les unes à côté des autres. Alors lorsqu'on la sent, elle a une odeur assez caractéristique, très très agréable, très douce. Voilà. Et là, je ne peux pas vous faire sentir par le biais de l'écran interposé, mais je vous invite, si vous en trouvez dans la nature, à vous pencher dessus parce que son odeur est très, très agréable. Alors, je ne sais pas comment mettre en plein écran. Effectivement, il y a quelqu'un qui me dit mettre en plein écran. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Gaëlle, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à ça ou pas? Cliquez sur tout le monde. Est-ce que moi je dois faire quelque chose? Non, vous n'avez rien à faire. C'est au niveau D'accord. du participant. D'accord, ok.
Bon, j'espère que tout le monde voit un petit peu ma fleur. Alors là, elle est blanche. Mais il existe en fait des fleurs qui ont d'autres couleurs. Elles peuvent être rosées. Là, j'en ai trouvé une dans mon jardin tout à l'heure qui était d'une magnifique couleur rosée. Elles peuvent être également un peu jaunes, jaunâtres. Voilà. Et donc, ça peut être assez joli même de les mettre en bouquet parce que elles sont assez même décoratives. Mais voilà, on peut les utiliser beaucoup elles ont beaucoup de propriétés médicinales. Donc, je vais reprendre la présentation. Voilà. Partager. Voilà, c'est bon, je suis revenue à la présentation. Donc, voilà, elles peuvent être assez grandes, hein, jusqu'à 70 cm de haut. Et elles poussent plutôt sur des sols, voilà, dans les prés, dans les pâturages, au bord des routes. Enfin, moi, j'en ai plein dans mon jardin, hein. Et alors, elle fait partie de ce qu'on appelle les herbes de la Saint-Jean. Alors, qu'est-ce que c'est les herbes de la Saint-Jean? Ce sont des plantes qu'on récoltait justement traditionnellement à la Saint-Jean. Alors, qu'est-ce que c'est la Saint-Jean? C'est le 24 juin. Et la Saint-Jean, c'est la Saint-Jean-Baptiste, en fait, hein, qui correspond, en fait, enfin, qui est proche. Donc, c'est une date sacrée, hein, puisque voilà, Saint-Jean-Baptiste, mais en même temps, elle est très proche de la date du solstice d'été, hein, qui est en général qui est le 21 juin. Et donc, c'est une période où, en fait, les plantes, on considère qu'elles ont leur maximum de principes actifs qui sont présents dans les plantes. Et il y a vraiment une tradition ancienne qui faisait récolter 7 plantes sacrées lors de la Saint-Jean, donc le 24 juin, pour la cueillette de ces herbes guérisseuses. Alors, parmi ces 7 plantes sacrées, il y a l'aquilée millefeuille, il y a l'armoise dont on va parler tout à l'heure, il y a la joubarbe, il y a le lierre terrestre, il y a la marguerite, il y a le millepertuis et la sauge. Donc ces 7 plantes sont vraiment les plantes sacrées. Alors même dans certains écrits, j'ai trouvé qu'on disait qu'il fallait qu'elles soient cueillies de la main gauche, hein, donc la main du cœur, et en reculant. Alors pourquoi, je ne sais pas. Alors on les cueille en général le matin, vraiment à l'aube, donc avant le lever du soleil, lorsqu'elles sont couvertes de rosée, puisqu'en fait la rosée va aussi leur apporter ses propriétés d'hydratation. Puis ensuite, on les sèche bien. Donc la tradition, c'était vraiment de bien les sécher pour pouvoir bien les conserver pour toute l'année et pour pouvoir, avec ces 7 plantes, couvrir en fait toutes les problématiques de santé. Et en même temps, elles ont un aspect sacré, c'est-à-dire qu'elles pouvaient protéger en fait les hommes et les animaux aussi, hein, ce qu'on appelle le mauvais œil, hein, donc éloigner les maladies, éloigner les mauvaises influences. Voilà. Donc elle fait partie de ces 7 herbes de la Saint-Jean et donc il y a toute une connotation aussi sacrée par rapport à ces plantes. Voilà. Et on essaiera de voir aussi quelques autres plantes de la série tout à l'heure. Alors par rapport justement à ses propriétés médicinales, donc c'est une plante qui va contenir beaucoup de tanins. Donc c'est pour ça qu'elle va être donc elle va être astringente, hein, et donc anti-hémorragique, anti-hémostatique. Elle va retenir en fait, resserrer les tissus et donc permettre de cicatriser. Elle contient des flavonoïdes, donc elle va permettre de calmer des spasmes, hein, donc calmer des crampes. Et donc, c'est une plante également qu'on va utiliser lors des troubles, lorsque les femmes ont des règles douloureuses, puisqu'en fait, elle a également une action qu'on appelle progestérone-like, c'est-à-dire qu'elle va contenir une molécule qui est comme la progestérone, c'est-à-dire l'hormone de la seconde partie du cycle féminin. Et donc, on va pouvoir l'utiliser justement dans le cas de ces règles douloureuses pour les femmes, mais également dans le cas des bouffées de chaleur au moment de la ménopause, et pour les femmes qui ne sont pas ménopausées. Donc, elle va réguler le cycle menstruel. Donc, c'est une plante intéressante aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires, parce qu'elle contient une molécule qui s'appelle de l'azulène. Voilà, et donc l'azulène a ses propriétés anti-inflammatoires qu'on va pouvoir retrouver également, par exemple, dans la camomille, hein, dans la matricaire, l'azulène. Lorsqu'on l'extrait, ça donne une coloration bleue. Comme on a dit que c'était une plante qui peut être utilisée également pour ses propriétés astringentes, on va l'utiliser pour les hémorroïdes, on va l'utiliser pour les ulcères. Donc quand je vous dis on va l'utiliser, c'était une utilisation traditionnelle, hein, qui en a été faite. Et là aussi, elle va pouvoir arrêter les saignements tout simplement lorsqu'on va faire un bouchon avec ses feuilles qu'on peut mettre dans une narine. On va pouvoir arrêter un saignement de nez, par exemple. Mais elle a également une action sur la digestion. Elle va avoir une possibilité de donner voilà, une possibilité d'améliorer l'appétit, d'améliorer également la digestion. C'est une plante qui est assez tonique
et donc qui va stimuler en fait les voies digestives. Elle va agir sur le foie également. Alors on va pas, puisqu'elle est riche en hormones, enfin elle contient cette action progestérone-like, évidemment on va la contre-indiquer pour les femmes enceintes ou allaitantes, hein, évidemment. Et il peut effectivement, dans certains cas, il peut y avoir quelques cas d'allergie, mais ça, ça peut être le cas de beaucoup de choses. Au niveau de ses propriétés, de ses autres propriétés, donc on peut l'utiliser également en jardinage, hein, dans le jardinage, puisque en fait une macération de fleurs sèches d'Achillée millefeuille peut limiter les maladies cryptogamiques comme le mildiou par exemple. Donc lorsque vous utilisez ces plantes sur les plantes de tomates, on peut utiliser cette plante justement au niveau pour éviter l'action du mildiou. C'est une plante également qui va éloigner certains insectes nuisibles et qui peut augmenter aussi la teneur en huile essentielle d'autres plantes qui poussent à proximité. Alors c'est une plante qui est utilisée en biodynamie et c'est une plante une des 7 plantes qui va permettre en fait de guérir le sol. Elle rentre dans un préparat de biodynamie qui s'appelle le préparat 502 par exemple, et on l'améliore. Donc elle peut améliorer la qualité du sol. Donc vous voyez que elle a plein de propriétés intéressantes, cette plante, et c'est une plante de tout à considérer hein, lorsqu'on la récolte. Voilà, alors on peut faire une infusion tout simplement hein, de plantes lorsqu'on a des problèmes digestifs. Donc on ne va pas l'infuser trop longtemps parce que sinon elle va noircir du fait qu'elle est riche en azulène, et on va la filtrer. On va la filtrer également. On peut faire également une teinture mère à partir de cette plante, donc à partir des sommités fleuries, qu'on va faire dans l'alcool. Et on peut prendre quelques gouttes 3 fois par jour pour les problèmes digestifs, pour les problèmes de règles douloureuses. On peut également traiter des contusions avec cette plante. Voilà. Et puis, on peut la faire macérer aussi dans le vinaigre. On peut s'en servir comme après-shampoing. On peut s'en servir en décoction pour les pertes blanches, les paupières gonflées. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations qui ont été faites de cette plante. Voilà, mais là, voilà. En externe, on peut utiliser chez les femmes enceintes, en interne, surtout pas. Hein. Voilà. Limiter vraiment l'utilisation. Voilà. Alors, une autre plante très courante, peut-être que vous allez retrouver, voilà, que vous connaissez sûrement. Voilà, le coquelicot, exactement. Une belle plante qui pousse, qu'on peut trouver actuellement. Alors, le coquelicot était en voie de disparition totale hein, pendant quelques années, puisqu'elle est extrêmement sensible à l'utilisation des pesticides. Et puis, bon, on commence quand même à en revoir un petit peu plus dans la nature, et heureusement. Donc, lorsque vous avez un champ où il y a des coquelicots qui poussent avec des céréales, eh bien, c'est la preuve que ce champ n'est pas cultivé avec des pesticides, puisque en fait, le coquelicot est extrêmement sensible à l'utilisation des pesticides et des herbicides. Voilà. Alors, cette plante également, c'est une plante décorative, oui, certes, mais c'est également une plante qu'on va pouvoir utiliser pour ses propriétés médicinales. Alors, son nom, c'est Papaver-rhoes. Ça fait partie de la famille des Papaveracées. Donc, c'est la famille des pavots également. Alors, le pavot, effectivement, a quelques propriétés qui peuvent être hallucinogènes. Le coquelicot, on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement même chez les enfants pour des propriétés sédatives, hein, des propriétés calmantes. D'autres indications vont être des propriétés antitussives et antiseptiques. On peut faire un sirop de coquelicot et vous allez pouvoir aider à l'expectoration ou à la guérison de problèmes de toux et de bronchite grâce au coquelicot. Alors, voilà. Donc, c'est une plante également riche en mucilage. On peut utiliser les feuilles en salade vraiment au début de printemps, mais bon, il faut arriver à bien les reconnaître, hein, ce qui n'est pas forcément évident d'arriver à reconnaître les feuilles du coquelicot. Et on peut récolter les pétales pendant toute sa floraison, donc actuellement c'est le bon moment. Mais juste les pétales, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre la partie vraiment des pétales, on ne va pas prendre les graines qui sont au centre. Voilà. Et à partir des pétales, donc justement, vous allez pouvoir faire une tisane, vous allez pouvoir faire un sirop qui va avoir une jolie couleur rose, voilà, et qui peut plaire beaucoup aux enfants.
Voilà. C'est un petit peu ce que je vous ai dit déjà par rapport à ces propriétés, hein, donc on peut l'utiliser également en gargarisme, hein, lorsqu'on a une angine, on peut faire un gargarisme de décoction de pétales, ou on peut faire une infusion de pétales de coquelicot pour une infusion assez légère, assez douce, qui va éviter évidemment l'emploi de produits beaucoup plus dangereux au niveau sédatif. Donc très utilisable avec les enfants également. Voilà, on va passer à une autre plante pour continuer. Et voilà, un petit peu peut-être moins connue, mais très 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 courante également, très très facile, très très fréquente dans les jardins. Est-ce que vous arrivez à savoir ce que c'est? Oui, alors je vois effectivement quelqu'un qui me dit, alors mélisse non, mais c'est la même famille. C'est du lierre terrestre, effectivement. Bravo Olivier. Donc c'est du lierre terrestre et on l'appelle de son nom scientifique le Glecoma ederaca. Voilà, et donc ça fait partie de la famille des Lamiacées, donc encore une fois cette famille de grandes plantes aromatiques, voilà. Et ça c'est une plante vivace et rampante qu'on va trouver, donc c'est une petite plante, hein, qui fait des stolons sous la terre, donc des grandes racines qui se prolongent et qui relient en fait toutes les plantes entre eux, donc c'est extrêmement envahissant, donc qui peut être considéré quelquefois comme une mauvaise herbe, mais qui n'est pas du tout en fait dénuée d'intérêt, parce que en fait, elle a beaucoup de propriétés au niveau médicinal, hein. Alors au niveau de ses feuilles, elles sont en forme de petits cœurs, là, comme vous voyez, hein. Elles ont une odeur un petit peu poivrée également. Et puis les fleurs sont bleues, hein, et on retrouve cette forme caractéristique des fleurs des Lamiacées qui sont en forme de tube ou en forme de lèvres, hein, donc avec deux parties qui font le bonheur des abeilles, puisque un petit peu c'est comme la piste d'atterrissage des abeilles pour aller butiner. Donc extrêmement mellifère également, très très intéressante pour ces propriétés-là. Et puis voilà, donc elles sont groupées, en général elles ont une odeur assez aromatique, assez balsamique, hein. Voilà. Et donc on va les utiliser quand? On peut les utiliser en salade, hein, dans la salade. Et c'est une plante qui va contenir un principe actif qui s'appelle la marubine, qui est un expectorant, et une plante qui va contenir également des tanins, donc qui vont être des propriétés astringentes, hein, donc qui vont resserrer les tissus et qui vont permettre aussi de cicatriser. Elle est également riche en vitamine C, en antioxydants. Et donc, on va l'utiliser souvent, l'utilisation la plus connue, c'est pour des problèmes respiratoires, hein, donc pour des bronchites. On peut en faire une tisane et on peut également en faire un sirop. On peut en utiliser également pour stimuler la résistance aux maladies, stimuler l'immunité, en particulier au printemps. Donc là, c'était super intéressant d'utiliser dans les cas justement de prévention du Covid. Voilà. Mais elle a également, donc, par cette action de cicatrisation et d'astringence, une action vulnéraire, donc une action sur les plaies. On peut utiliser tout simplement les feuilles qu'on va écraser sur la plaie et améliorer la cicatrisation. On peut également l'utiliser pour les ulcères, hein, les ulcères de peau ou les problèmes d'acné ou d'eczéma. C'est directement en l'utilisant sur la peau. Voilà. Donc c'est la forme la plus connue, enfin l'utilisation la plus connue, c'est effectivement les problèmes des voies respiratoires, hein, en cas de bronchite. Alors on peut la sécher, on peut la récolter encore en ce moment et la faire sécher et l'utiliser pendant l'hiver, par exemple, dans les cas de maladies hivernales. Voilà, je vais continuer. Une autre plante qu'on a trouvée beaucoup au printemps, mais qui commence à être un petit peu moins fleurie actuellement, enfin, qui est moins fleurie, qui est déjà en fruits, c'est la lierre, exactement. Il y a Olivier qui est un super connaisseur apparemment. Bravo Olivier. Donc c'est la lierre, et la lierre, donc c'est une plante là aussi qui va pousser très facilement dans nos prés, dans nos jardins, et qui va avoir des feuilles assez caractéristiques là aussi en forme de. Donc là c'est une plante de la famille des brassicacées. Donc les brassicacées, ce sont les plantes de la famille des choux. Et les choux, en fait, voilà, si on prend ces feuilles et qu'on les frotte, on va avoir un goût d'ail qui va être assez
assez doux, hein, c'est pas un goût d'ail très, très fort, mais donc c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser dans ses salades, par exemple, pour améliorer un petit peu le goût de ses salades. Et également, on peut utiliser les fleurs. Donc, c'est vraiment une très jolie plante à utiliser au printemps. Alors maintenant, on n'a plus des fleurs, mais on a des graines. On l'a sous forme de silique. Alors, j'ai récolté, si j'arrive à en trouver, de la lierre. Bon, je ne veux pas trop perdre de temps. Voilà, on va laisser tomber sur le passage sur la caméra. Voilà, on l'appelle également donc l'herbe à ail et elle est comestible. Elle est également mellifère. Et donc, au niveau médicinal, elle va avoir des propriétés diurétiques, donc on peut l'utiliser également pour les rhumatismes, pour la goutte. Ce n'est pas la plante majeure qu'on va utiliser, mais voilà, on peut également l'utiliser pour ça. Alors, une autre plante intéressante qu'on trouve en fleurs actuellement, où bon, ça commence à être la fin des fleurs, hein, mais voilà, c'est le sureau noir. Bravo Olivier, encore une fois. Grand spécialiste visiblement, voilà. Et le sureau noir, donc, il fait des belles fleurs blanches comme ça en ombelles, ce qu'on appelle des ombelles, hein, donc des grandes fleurs. Donc c'est des toutes petites fleurs posées les unes à côté des autres qui forment en fait ces grandes structures de fleurs. Et une fois que les fleurs auront passé, eh bien on va avoir en fait des baies. Donc c'est le sureau noir hein, et on va pouvoir utiliser à la fois les fleurs et les baies. Les fleurs, on va pouvoir les utiliser sous forme d'infusion, tout simplement, hein. On peut les faire sécher et les utiliser en infusion. On peut également faire un sirop de fleurs de sureau. Ça, j'ai découvert ça en Autriche, ils utilisent ça énormément, alors soit sous forme de sirop qu'on peut consommer, mais également un sirop qui va avoir des propriétés intéressantes comme anti-inflammatoire ou comme protecteur de l'immunité, un stimulant de l'immunité. Et puis les baies, en été, on va pouvoir les récolter. Alors il faut faire bien attention, il faut bien les cuire, mais là aussi on va pouvoir faire un sirop des baies de sureau qui va être aussi intéressant pour ses propriétés digestives ou ses propriétés stimulantes, même au niveau circulatoire. On peut également en faire de la confiture de baies de sureau noir. Voilà, donc les propriétés, donc on va avoir les propriétés médicinales des fleurs, les propriétés médicinales des baies et les propriétés médicinales de l'aubier. Donc l'aubier, c'est l'écorce en fait qui entoure donc le sureau. Alors, à ne pas confondre le sureau noir avec le sureau yèble, hein, qui est également une forme de sureau qu'on peut trouver, mais alors, au niveau du sureau yèble, vous allez avoir des feuilles, des fleurs également blanches, mais qui ne vont pas être dressées, mais qui vont être retombantes, qui ne vont pas fleurir également en même temps. Donc, voilà. Et le sureau yèble est toxique, donc il faut faire bien attention. C'est également une plante mellifère, donc les propriétés des fleurs, hein, donc elles vont être immunostimulantes, elles vont être intéressantes justement pour leurs propriétés de protection. Les baies, ben, elles vont être également toniques et riches en antioxydants. Et l'aubier va être dépuratif également. Et c'est une plante qui va être aussi utilisée pour ses propriétés tinctoriales, hein, puisque les baies vont permettre de colorer en violet ou en rouge foncé des tissus, par exemple, qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, je vais essayer de continuer un petit peu. Alors cette plante-là, peut-être que vous l'avez déjà vue également. Oui, ça fait également une excellente limonade, oui, merci. Actuellement, on peut faire une excellente limonade, hein, tout simplement en faisant macérer des fleurs de sureau dans de l'eau avec du citron. Et vous laissez ça pendant quelques jours au soleil et ensuite on met en bouteille et on laisse encore macérer un petit peu et c'est excellent, c'est délicieux. Ça a un goût très, très agréable. Alors, cette plante-là, est-ce que vous la connaissez? Ma photo n'est pas forcément extrêmement nette. Alors, je vais vous donner le nom, c'est la consoude. La consoude officinale, donc son nom scientifique c'est Symphytum officinale, donc famille des Borraginacées. Alors la consoude, elle n'est pas forcément très comestible parce qu'elle contient des alcaloïdes, mais elle est extrêmement intéressante sur le plan du jardinage, hein, quand on veut l'utiliser pour faire des purins de consoude, parce qu'elle va permettre d'éliminer un certain nombre de parasites au niveau des plantes. Donc par exemple pour les pucerons,
intéressant de faire des purins de consoude avec les feuilles de consoude. Et c'est également une plante qui peut être utilisable sous forme de cataplasme lorsqu'on a des fractures. Hein. Consoude, on entend bien consolider, hein. Et donc elle permet de consolider en fait les fractures. Et elle a été beaucoup utilisée pour ça, justement quand on n'avait pas les plâtres et compagnie à l'époque dans les campagnes. Donc ça permet bien de remettre les fractures en place. Voilà, je sais pas voilà. Donc propriété de la consoude, hein, on l'appelle également l'oreille d'âne, la langue de vache. Donc en agronomie, comme je disais, c'est une plante mellifère, hein, puisque vous voyez qu'elle a des belles feuilles, des belles fleurs violettes, ou elles peuvent être blanches également. Il peut y avoir des différentes couleurs de fleurs. On l'utilise également en homéopathie. Vous pouvez avoir un médicament qui s'appelle Symphytum officinalis, utilisable en homéopathie justement pour la consolidation des fractures également. En alimentation, on peut utiliser les feuilles très très jeunes au printemps, mais de façon très limitée dans les salades parce qu'en fait, elle va être toxique parce qu'elle contient des alcaloïdes. Donc toxique pour le foie. Donc l'armoise, je vais aller un petit peu plus vite, l'armoise vulgaire, également une plante qui sert, une plante qui fait partie donc, de ces plantes de la Saint-Jean. Également plante très très facile à trouver, hein, donc très commune dans nos campagnes. Vous en trouverez quand vous vous promenez sur le bord des chemins. En ce moment, il y en a plein. Artemisia vulgaris, donc on entend Artémis, hein, donc Artémis, donc plante aussi liée aux femmes, donc utilisable justement pour des troubles féminins. Je vais essayer, voilà. On l'appelle également l'herbe au sang-goût, l'herbe de la Saint-Jean. Voilà, et on va utiliser les feuilles et les sommités fleuries. Donc, elle est dédiée à Artémis, donc qui était une déesse grecque, hein, qui a ensuite été remplacée par Diane chez les Romains, donc déesse de la chasse, mais aussi une plante qui régule beaucoup, enfin une déesse qui était liée à beaucoup au cycle, hein, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi une plante des femmes. Donc, au niveau de son pouvoir, elle va également avoir des propriétés sur la digestion, puisqu'elle va stimuler la sécrétion gastrique, elle va être stimulante au niveau de toute l'activité digestive. Elle va permettre d'éliminer les vers intestinaux, elle aussi. Et puis, on va pouvoir l'utiliser comme emménagogue, c'est-à-dire pour favoriser les règles, pour réguler les cycles, également pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de la ménopause, hein, donc elle va pouvoir être utilisée à ce moment-là également. En externe, on va pouvoir l'utiliser aussi en cataplasme sur les maux de ventre, les contractions musculaires, mais là aussi, bon, on va éviter d'en manger trop. On peut la consommer, hein, on peut l'utiliser sous forme en salade, mais pas à trop grande quantité. Également, si on l'utilise en traitement interne, en tisane par exemple, là aussi, on ne va pas l'utiliser à trop long terme et en trop grande quantité parce qu'elle peut provoquer des intoxications et elle peut être allergisante. Donc là aussi, c'est une plante qui a été utilisée par toutes les civilisations, hein, donc depuis l'ancien temps, et en particulier en médecine traditionnelle chinoise, elle est utilisée pour faire ce qu'on appelle des moxibutions, c'est-à-dire qu'elle va permettre de chauffer les points d'acupuncture. Et on dit que c'est une plante également qui a des pouvoirs magiques et purificateurs, hein, donc on peut faire des fumigations d'armoise, notamment pour purifier en fait les lieux, pour purifier les besoins, enfin les endroits qui ont besoin d'être purifiés. Et au niveau des rituels de magie blanche, apparemment, elle était utilisée également. Alors, je vois une réflexion de José qui dit que par rapport à la consoude est meilleure pour le jardinage que l'ortie parce qu'elle favorise la floraison des tomates. Voilà. Donc, merci José pour cette précision. Voilà. Alors, j'avais plein d'autres plantes encore à vous présenter, donc en particulier celle-ci dont j'aimerais bien parler, mais je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être bientôt s'arrêter. Donc cette plante-là, est-ce que vous arrivez à la reconnaître? Oui, Olivier, c'est le millepertuis, bravo. Donc le millepertuis, là aussi, qui commence à fleurir actuellement, qui est une belle plante aussi de la Saint-Jean, hein, une belle plante. Donc son nom scientifique, c'est Hypericum perforatum. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les feuilles du millepertuis, on voit que c'est comme si la feuille avait été perforée par plein de petits trous.
Voilà. Et c'est une plante donc qui commence à fleurir actuellement, qui va être bon, très, très bonne à son apogée au moment de la Saint-Jean, et qui est utilisée également sous forme médicinale de façon très importante. Alors, on l'appelle également donc l'herbe de la Saint-Jean ou le millepertuis officinal ou le millepertuis perforé, hein. Et donc elle a une odeur un peu aromatique, un peu résineuse. Donc Valnet l'utilisait pour la détoxification hépatique, hein. Elle a également, elle est le plus connue pour ses propriétés antidépressives et sédatives. Elle peut être prise donc justement en infusion pour des troubles du sommeil ou des troubles de fatigue nerveuse. On peut également en faire une huile, c'est-à-dire faire une macération huileuse des fleurs et utiliser cette huile pour plein d'aspects, donc soit pour des contusions, des problèmes musculaires, des douleurs névralgiques lorsqu'il y a des soucis au niveau des nerfs, de la colonne vertébrale, etc. On peut faire des applications de cette huile de millepertuis. On peut également l'utiliser contre les brûlures. Donc c'est une huile qui va devenir rouge, hein. Pourquoi elle va devenir rouge? C'est ce qu'on voyait un petit peu sur ma photo d'avant. Pourquoi elle devient rouge? Parce qu'en fait, dans cette plante, lorsqu'on fait une macération huileuse, on va libérer une molécule qui s'appelle l'hypéricine et qui va lui donner sa couleur rouge. Mais il faut faire très attention puisque en fait, cette huile est photosensibilisante. Donc lorsqu'on met cette huile sur la peau, il ne faut surtout pas aller se mettre au soleil après parce que sinon vous allez avoir des taches. Donc très important de faire attention, de mettre cette huile le soir, par exemple, avant d'aller se coucher, ou de protéger l'application de l'huile par un tissu ou un vêtement, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec les rayons solaires, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de votre peau. On peut également utiliser cette plante sous forme d'infusion pour les problèmes bronchites, hein. Donc, elle était connue également pour les problèmes d'inflammation, des muqueuses, bronchites, les problèmes de tuberculose également dans les temps anciens. Il faut faire attention lorsqu'on prend des médicaments, en particulier des antidépresseurs ou des anxiolytiques, parce qu'il peut y avoir des interactions avec le millepertuis. Le millepertuis va agir sur le foie. Très très intéressant pour activer certaines enzymes hépatiques et détoxifier au niveau hépatique comme je le disais tout à l'heure. Et donc le fait qu'elle agisse sur le foie, ça va en fait agir également sur un certain nombre de médicaments qui vont agir justement avec des enzymes, interagir avec des enzymes hépatiques, et donc il peut y avoir des interactions qui se créent. Donc attention aux interactions médicamenteuses. Lorsque vous prenez des médicaments et que vous prenez du millepertuis, il faut avertir votre médecin parce que certains médicaments ne sont pas compatibles. Voilà, très important de le savoir. Voilà, alors je vais peut-être pas trop. Alors la dernière plante dont je vais parler, peut-être, ça va être le bouillon blanc, hein, donc qui va également fleurir très prochainement et qui va former des grandes chandelles. Comme vous pouvez le voir là sur la photo, hein, qui était utilisé à l'ancien temps pour former des cierges qu'on brûlait. Et donc ça, c'est le bouillon blanc, hein, fait partie de la famille des Scrofulariaceae. Alors quand vous regardez en fait l'aspect ici au niveau des fleurs, hein, ça fait comme des scrofules, comme des nodules, et avant l'éclosion des fleurs. Et ces fleurs vont être utilisables justement, c'est les fleurs qu'on va utiliser dans ces cas-là pour faire des tisanes qui vont avoir des propriétés également sur les voies respiratoires, sur les bronchites. Il faut faire très attention lorsqu'on utilise les tisanes, c'est-à-dire qu'on va filtrer parce qu'en fait ces fleurs vont libérer en fait plein de petits poils qui pourraient, si on ne filtre pas, vous irriter en fait les voies respiratoires plutôt que de les calmer. Donc lorsqu'on fait une tisane de bouillon blanc, il faut bien filtrer la tisane, très très important. Et puis également, on va pouvoir utiliser ces fleurs pour en faire des sirops, hein, qu'on va pouvoir utiliser justement pour leurs propriétés pectorales, expectorantes, dans les cas d'enrouement, de bronchite, de pharyngite. Voilà. Donc on peut également sécher les fleurs pour pouvoir les utiliser plus tard, et on peut combiner ces fleurs avec d'autres plantes qui vont avoir aussi des interactions au niveau respiratoire, hein, comme la mauve, comme le coquelicot dont on a parlé tout à l'heure, éventuellement la violette également. Voilà, et on peut faire une combinaison de tisanes, et la tisane va avoir des jolies couleurs, puisque en fait on va avoir à la fois le rouge du coquelicot, par exemple, le violet de la tisane de la violette, et puis le jaune du bouillon blanc. On peut également utiliser ces plantes pour ses propriétés émollientes, hein, puisque c'est une plante à mucilage et qu'on va pouvoir utiliser donc dans le cas de diarrhée, dans le cas
d'irritation, des voies digestives. Et donc, elles vont également calmer les problèmes digestifs. Voilà. Alors, dernière petite chose, c'est l'aérocambole. C'est une plante aussi qu'on va trouver très très fréquemment dans nos jardins actuellement. On la connaît pas beaucoup et c'est une petite. Ici, on va récolter les petites graines, hein, qui forment en fait cette plante. Et c'est un ail sauvage. Et dans vos salades, si vous croquez ces petites graines ou si vous les mettez dans vos salades, ça va avoir un goût extrêmement agréable comme condiment à base d'ail. Et c'est un ail très très doux. Voilà, donc je vais simplement passer rapidement. Voilà, donc j'avais encore projeté de vous parler de la marguerite, de la pâquerette, voilà, et de la camomille, voilà, qui sont toutes des astéracées. On a également la ronce, qui va avoir des propriétés intéressantes au niveau digestif. Voilà. Le rosier sauvage, voilà. Mais je vais m'arrêter là. Alors, je voulais juste terminer ma présentation avec quelques indications au niveau bibliographie, si vous vouliez en savoir plus. Donc, il y a un livre que j'utilise beaucoup qui s'appelle En bonne santé avec les plantes des Vosges et d'ailleurs, qui a été établi par Christian et Elisabeth Busser, donc, qui étaient mes professeurs lorsque j'ai fait ma formation en phytothérapie. Vous avez également des livres dans les éditions Terre Vivante, donc par exemple 55 plantes médicinales dans mon jardin, qui sont très très bien faits. Donc les éditions Terre Vivante, vous pouvez regarder, il y a pas mal de livres sur les plantes médicinales et sur le jardinage, etc. Vous avez également un livre que j'aime bien qui s'appelle Les remèdes de grand-mère ne se perdront pas, qui a été créé par Germaine et Raymond Cousin. Alors Germaine Cousin, c'est une des plus anciennes herboristes qui soit encore vivante. Je l'ai vue l'année dernière, elle a 95 ans, elle se porte comme un charme. Et donc, elle a vraiment retranscrit toutes les traditions d'utilisation des plantes. Elle habite dans le Valais suisse, hein, et elle a vraiment retranscrit tout ce qu'elle fait à partir des plantes, donc aussi bien au niveau médicinal que culinaire. Il y a plein d'applications dans son livre. Et puis, un grand connaisseur des plantes, c'est François Couplan, hein, qui utilise aussi ces plantes sauvages comestibles, donc intéressant comme livre. Enfin, voilà. Et puis, vous avez des sites internet aussi qui sont très bien faits. Vous avez le site alteaprovence.com qui est fait par Christophe Bernard, qui est un très, très bon herbaliste. Vous avez aussi les chemins de la nature, le site qui s'appelle Le chemin de la nature en un seul mot. Vous pouvez trouver des vidéos vraiment super intéressantes. Et puis, il y a un site qui s'appelle wikiphyto.com, voilà, où vous allez également pouvoir trouver plein de choses intéressantes. Voilà, donc merci pour votre intérêt. Et puis, si vous avez des questions, bon, j'ai essayé de répondre un petit peu au fur et à mesure que je voyais apparaître, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, si vous voulez. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pu apprendre des choses et que vous avez pu découvrir en fait toutes les plantes qui nous entourent dans notre environnement proche et que vous allez pouvoir les utiliser aussi. Voilà, puis merci beaucoup pour votre participation. Merci puis, beaucoup pour ces explications, Francine. Pour le coup, voilà. c'était super intéressant. Voilà, On a alors ce que appris je plein voulais de dire choses. aussi, ouais, pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'anime des ateliers aussi au niveau de l'université populaire, hein, depuis plusieurs années, donc des cours qui s'appellent la santé par les plantes. Donc cette année, enfin avec le Covid, on a dû évidemment interrompre les cours, mais les cours vont reprendre à la rentrée. Donc si vous êtes en Alsace, j'aurai des interventions, des animations sur Molsheim et sur Célestat. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. Et puis sinon, vous pouvez me contacter par mail. Il y avait mon mail sur la première diapositive. Je peux également donner des conférences. Je peux également donner éventuellement des consultations s'il y a besoin. Je vous remets mon mail dans le chat, hein, si ça vous intéresse. Vous pouvez me contacter. Voilà. Voilà, je peux me déplacer également s'il y a un intérêt pour des conférences. Voilà, merci à vous tous. Merci à tous De d'avoir questions. participé. S'il n'y a plus de questions, effectivement, on va se quitter. Est-ce qu'il y avait encore une petite question?
A priori, non. Je vois beaucoup de merci. Voilà, donc effectivement, Emmanuel, qui fait partie d'un des groupes que j'ai sur la santé par les plantes, effectivement, les 2 prochaines conférences seront en visio, hein. Oui. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, merci encore, Francine, d'avoir donné cette conférence à l'UP. C'était super intéressant. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé. Je vois qu'il y avait plein de monde, donc tant mieux. Et puis merci pour votre intérêt pour les plantes. Bonne continuation à tous. Bonne continuation à tous, oui.